Je suis née en Union soviétique. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi, en plus de mon vrai grand-père, j'en avais un autre, Lénine. Il s'est avéré que Lénine était le grand-père de tous les enfants soviétiques. À l'école, on nous racontait que nous étions les enfants les plus heureux du monde. Nous étions des pionniers. Nous voulions entrer chez les komsomol, les jeunesses communistes, et nous croyions vraiment être les plus heureux. C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai compris que depuis ma plus tendre enfance, je menais en réalité une double vie, comme tous mes concitoyens. Nous étions un spécimen particulier de l'espèce humaine que l'on appelle parfois l'Homo soviéticus. L'Homo soviéticus, ce n'est pas un simple surnom méprisant, c'est une réalité. Car il y avait une idéologie unique, très pesante, qui imprégnait l'esprit de beaucoup de gens en profondeur. Et quand aujourd'hui on entend des gens, surtout des personnes âgées qui ont du mal à accepter les changements, qui sont toujours prêts à affirmer que Staline et Lénine étaient des génies, etc. C'est pas parce qu'ils sont atteints de sclérose mentale, même si c'est parfois le cas. C'est parce qu'ils viennent d'un autre monde. J'ai fait un voyage à travers l'ex-URSS, de Riga à Kiev, en passant par Saint-Pétersbourg, Moscou et la Sibérie. Dans ce pays, où l'on disait que le sexe n'existait pas, j'ai voulu comprendre comment, dans cette double vie, l'instinct de reproduction avait survécu, comment il avait été réprimé et utilisé. J'ai voulu savoir ce qui était advenu de la sexualité en 70 ans d'Union soviétique. J'ai rencontré non seulement des spécialistes de cette question épineuse, mais aussi toutes sortes de gens. Mais commençons par le commencement. Dès que la révolution d'octobre a eu lieu, on était persuadé que c'était une nouvelle vie qui commençait et que les changements toucheraient tous les aspects de l'existence, y compris la sexualité. Pour les premiers communistes, l'un des principaux postulats était l'égalité de l'homme et de la femme. C'était une idée plutôt moderne pour l'époque. En fait, peu de gens savent que l'URSS a été le premier pays au monde à décréter l'égalité entre les hommes et les femmes. À l'origine de cette mesure, la femme de Lénine, Nadezhda Krupskaya, dont le surnom de militante était le crapaud, une probable allusion à ses qualités plastiques. Lénine qualifiait tendrement son épouse de camarade combattant. Mais son cœur penchait pour une autre femme, la belle féministe Inès Armand, qu'il avait connue à Paris, où elle habitait avec son mari. On peut donc en déduire que les prémices de la double vie sont apparues avant les révolutions. Des mouvements comme « Abat la honte » ou « Abat les vêtements » sont apparus. Il y avait toutes sortes d'excès. Les gens manifestaient tout nus, avec une écharpe portant l'inscription « Abat la honte ». Au début, tout était merveilleux. Les communistes n'avaient rien à cacher. Tout était à tout le monde, y compris la beauté du corps qu'il convenait d'exposer à tout vent, et notamment au regard des autres communistes. Les artistes, qui voient d'un très bon œil tout ce qui est nouveau, appréciaient particulièrement le mouvement « Abat la honte », dont le poète Maïakovski était un ardent porte-parole. Faisant l'éloge de la Révolution dans ses tournées en province,
il apparaissait en compagnie de jeunes filles nues, seulement habillées d'une écharpe, portant l'inscription « Abat la honte ». Mayakovsky était follement amoureux de Lily Brick, avec laquelle il vivait en compagnie de son mari aussi. Un triangle amoureux qui ne choquait personne, comme en témoignent les images du film soviétique Ménage à trois, réalisé dans les années 20. Naturellement, il y a eu des mouvements comme « à bas la famille »,« à bas les relations personnelles »,« à bas tout ce qui est issu du passé ». Ces slogans étaient alimentés par les théories d'Alexandra Kollontai, que l'on peut aujourd'hui qualifier d'assez absurdes. Ces théories voulaient que le nouvel homme soviétique doit pouvoir satisfaire ses besoins sexuels aussi facilement qu'étancher sa soif. Tu as soif, tu bois de l'eau, c'est tout. C'est ce qu'on a appelé la théorie du verre d'eau. Selon les lois de l'époque, on pouvait à tout moment faire un saut à la mairie pour enregistrer son mariage et divorcer dans l'heure qui suivait si on en avait envie. La loi avait totalement libéralisé le divorce. On connaît des cas où des amateurs de bagatelles se mariaient et divorçaient jusqu'à 4 fois par jour. L'amour libre a été décrété tout de suite après la Révolution. Toi, moi, ma femme, ta femme, nous, nos femmes, tout était mis en commun. Mais ce n'était pas comme un club échangiste pour autant. Les gens croyaient vraiment que désormais, on allait vivre comme ça. Les gens ont commencé à vivre ainsi, tous ensemble, dans des maisons communes où tout était fait en commun. Chacun commentait l'actualité en faisant la queue devant les uniques toilettes de la maison. Les vêtements étaient en commun et ce qu'il y a en dessous aussi. On débattait de toutes ces questions fondamentales dans la presse soviétique. Le quotidien Journal Rouge publiait des articles sur certaines maisons communautaires d'ouvriers qui proposaient de discuter et même de voter des concepts comme le partage des sous-vêtements. Les hygiénistes, eux, étaient contre. Ces positions n'ont pas perduré bien longtemps, mais elles ont atteint le comble de l'absurde dans des documents comme celui trouvé parmi les archives du KGB et du FSB, récemment déclassifiés. Il s'intitule « Décret du Conseil des commissaires du peuple du gouvernorat de Saratov sur l'abrogation de la propriété privée des femmes ». Il stipulait que chaque femme, comme Somol, les jeunesses communistes, devait satisfaire les désirs sexuels des hommes comme Somol. Sinon, c'était une petite bourgeoise. Je me souviens que ma belle-mère m'avait raconté que les Komsomol, les jeunesses communistes dans les années 20, quand elle était toute jeune, les Komsomol étaient des gens, son point de vue de jeunes filles de bonne famille qui avaient terminé le lycée, c'étaient des gens sans vergogne, qui commettaient des péchés, des voyous. C'est comme ça qu'elle les voyait. Deuxième paragraphe de ce décret. Ce droit exercé sur les femmes s'applique à toutes celles qui ont moins de 5 enfants. Imaginez donc que pour éviter d'être sexuellement harcelé par n'importe quel homme, il fallait avoir au moins 5 enfants. Paragraphe 3. Le mari conserve le droit prioritaire d'utiliser sa femme. Merci beaucoup. Le mari avait donc le droit d'accéder à sa femme sans faire la queue. Paragraphe 8. Chaque homme voulant utiliser une femme
doit pouvoir prouver son appartenance à la classe ouvrière. Paragraphe 9. Les hommes ne pouvant justifier de leur statut d'ouvrier peuvent acquérir le droit d'utiliser une femme réquisitionnée moyennant une contribution mensuelle de 1000 roubles. L'idéologie, c'est l'idéologie, mais avec une somme d'argent conséquente, il était possible d'obtenir une femme, même si on n'était pas prolétaire. Le principal problème et la conséquence logique de tout ça, c'était la recrudescence des cas de viol. Les jeunes prolétaires ont vite compris que les femmes leur appartenaient et qu'elles devaient satisfaire leurs besoins sexuels. L'activité sexuelle bat son plein et on procrée avec passion et enthousiasme. La double vie n'a pas encore commencé. Mais très vite, la moitié du pays est atteinte de syphilis et d'autres maladies du même genre. Et on voit apparaître un nombre incalculable d'enfants abandonnés. On s'est mis à réglementer certaines choses. Ça a commencé avec un médecin et psychologue connu, le docteur Zalkind, qui a formulé les 12 commandements de la vie sexuelle du prolétariat révolutionnaire. Ils paraissent aujourd'hui comme le comble de l'absurdité et de la barbarie aux yeux de nos contemporains. Par exemple, que dit-on ? Il faut s'abstenir de relations sexuelles avant le mariage. C'est le début d'un durcissement des règles. L'amour doit être monogame, une seule femme pour un seul mari. C'est à partir de 1924 qu'il est expressément stipulé que la femme ne doit avoir qu'un seul mari, qu'elle ne doit vivre qu'avec un seul homme. L'acte sexuel ne doit pas se répéter souvent. Point. Mais c'est quoi souvent ou rarement ? Au bout du compte, Lénine a déclaré que la jeunesse ne devait pas gaspiller sa belle énergie dans les rapports sexuels, mais la mettre tout entière au service de l'édification du communisme. Il a dit ça, puis il est mort. Staline a repris en main la question de la sexualité avec le plus grand sérieux. Pour asseoir son pouvoir, il a tout interdit. La psychanalyse, la masturbation, l'adultère, l'avortement et l'homosexualité sont désormais hors la loi. Le corps n'a plus aucun rapport avec le sexe. Il est désormais au service exclusif du travail, du sport et de l'édification du communisme. Mais les élites du Kremlin ont continué de vivre selon leurs propres règles et n'ont pas renoncé au sexe. Les dirigeants du parti avaient en particulier un goût prononcé pour les actrices et les danseuses. Elles s'étaient discrètement enlevées à l'issue du spectacle. À l'époque stalinienne, cette double morale devient une question de vie ou de mort. Parce que sur une simple dénonciation, pour un banal adultère, si les services spéciaux ou les dirigeants du parti le voulaient, on pouvait être envoyé au goulag pour de longues années, ou même pour le restant de ses jours. L'amour libre est passé aux oubliettes, comme toutes les autres illusions des marxistes. Tout a été remplacé par le culte de Staline. Et le culte du sport, qui est désormais la seule opportunité de dénuder les corps. La participation massive à ces événements sportifs s'explique tout simplement. Les gens voulaient obtenir un maillot supplémentaire. Il y avait pénurie de maillots. C'était un moyen d'avoir quelques vêtements en plus. La double vie s'est généralisée à une vitesse incroyable. Nudité ou pas, les gens vivaient avec pas grand-chose.
Et c'est alors qu'est apparu le mythe de la vie saine, largement relayé par la propagande officielle. Les films de fiction et les documentaires se sont remplis d'images de gens heureux en maillot de sport. Pendant ce temps, dans les salles de projection du Kremlin, on se régalait d'un autre genre de film, importé de l'Occident, cela, films de guerre ou films érotiques qui faisaient le bonheur des dirigeants. Il y avait bien sûr les artistes qui ont toujours produit des dessins érotiques, même aux époques où la censure était sévère. Toujours, y compris sous le régime soviétique. Ça dépendait beaucoup des penchants de chacun. Il y a l'exemple du sculpteur officiel Sergueï Merkourov, qui a sculpté les statues des grands dirigeants et leurs masques mortuaires. Mais pour lui-même et le cercle restreint de ses amis, il a dessiné un abécédaire érotique. Il y a un autre cas célèbre, celui du cinéaste Sergueï Eisenstein, qui nous a laissé lui aussi une grande quantité de dessins érotiques, ou plutôt même pornographiques. Cette double vie, cette activité érotique clandestine, elle a toujours existé. Les gens restent ce qu'ils sont. Les gens restent ce qu'ils sont, et les autorités l'ont bien compris. C'est pourquoi elles ont lancé la production des premiers préservatifs soviétiques, dont l'utilisation était vraiment problématique. Ils ne coûtaient que 2 kopecks. Ils étaient produits dans une seule usine pour toute l'Union, dans la région de Krasnodar. Je ne me rappelle pas exactement, je crois que c'était dans les années 30, en tout cas avant la guerre. Cette usine de caoutchouc ultra secrète a produit des masques à gaz. C'était l'article secret numéro 1. Et l'article secret numéro 2, c'était les préservatifs. À l'époque, le préservatif, le mot « gondon », capote, était devenu une insulte. Si on te traitait de capote, c'était injurieux parce que la qualité des préservatifs était pitoyable. Ils se déchiraient tout le temps. Ils étaient fabriqués dans une matière déplorable qui privait l'utilisateur de toute sensation. Nulle part au monde, on ne faisait d'aussi mauvais préservatifs. La rigueur stalinienne s'est poursuivie jusqu'en 1953. Et pendant tout ce temps, officiellement, il n'y avait pas de sexe en URSS. Mais tout commence à changer après la mort de Staline. L'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev est le début d'une époque beaucoup plus positive que la précédente. Khrouchtchev a entrouvert les portes du goulag. Avec lui apparaissent les notions de répression et même de réhabilitation. Khrouchtchev a mis fin au culte stalinien de la personnalité. Donc ce n'est pas pour rien que cette époque s'appelle le dégel, à l'image d'une société congelée qui commence à se ranimer. Le dégel. Les cœurs se réchauffent, et les corps aussi. On ne peut pas encore parler de liberté, mais disons plutôt d'un certain soulagement. On peut désormais vivre et aimer sans avoir peur. Les femmes sont devenues plus féminines et les hommes sont devenus plus joyeux. C'est dans les années 50 qu'on commence à produire de très belles choses. Il y en a encore très peu et elles restent encore chères. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais elles sont vraiment très jolies. Ce sont des bas ajourés, des bas brodés, de différentes couleurs que l'on commence à créer à l'époque. Toutes les femmes rêvent d'avoir de la lingerie comme celle-ci, en soie, en dentelle, en satin.
C'est justement à l'époque de Khrouchtchev qu'on commence à parler de choix individuels, y compris dans la vie sexuelle, quand chacun peut avoir une relation extra-conjugale. Bien sûr, ça se fait en secret, parce qu'on risque de voir sa carrière brisée, mais on ne risque plus la prison. Au Festival international de la jeunesse de 1957, l'incroyable s'est produit. Pour la première fois, le rideau de fer s'est entrouvert et il a laissé entrer 34 000 jeunes venus de 131 pays. Imaginez une jeune femme soviétique qui se retrouve comme ça, face à un homme qui en plus est un étranger. Pour la première fois, les jeunes soviétiques ont pu goûter à l'amour venu de l'étranger. Le soir venu, les parcs de Moscou se remplissaient de couples cosmopolites et il paraît que l'air de la capitale vibrait de l'écho de leurs ébats amoureux. Et l'année suivante, on a constaté une recrudescence de naissance des bébés métissés, que l'on a appelés les enfants du festival. Le festival a aussi permis aux moscovites de découvrir quelques nouveautés. Par exemple, la femme soviétique a vu pour la première fois une chose incroyable, des collants. C'était vraiment très pratique, surtout quand les danses rapides sont devenues à la mode. Les jupes se soulevaient et pendant qu'on dansait, on n'avait pas envie de se préoccuper de ce qu'on voyait en dessous. Ça aurait vraiment gâché tout le plaisir. Les femmes se débrouillaient et faisaient des trouvailles en permanence. Vous voyez ici des bas ordinaires, faits dans une matière assez résistante et qui sont tout simplement cousus à la culotte. Cela permettait de faire des économies substantielles. Ce genre d'ersatz de collants a aidé bien des femmes quand les temps étaient durs. Cette parenthèse du dégel à l'époque de Khrouchtchev a beaucoup apporté aux gens. Vraiment beaucoup. Les gens ont pu enfin goûter, ne serait-ce qu'un peu, à quelques minutes de liberté. Quels que soient les plaisirs procurés par le Festival de la jeunesse, le sexe demeure tabou et le pouvoir continue de censurer le monde des arts. En témoignent ces actualités filmées avec l'enregistrement de la voix de Khrouchtchev, visiblement très fâché avec les artistes modernes. Pendant l'ère Khrouchtchev, les persécutions contre les homosexuels se sont encore accrues. En fouillant un grenier, l'historien Aigars Redovitch a trouvé un carton plein de carnets intimes écrits par un juge homosexuel. Il représente un matériau unique, témoignant de la vie secrète des homosexuels en URSS. Les scènes de la vie intime, les souffrances, les persécutions, les rencontres clandestines, tout y est raconté. Les gens avaient peur, mais ils continuaient d'essayer de vivre leur sexualité. Tu les as tous lus ? Oui, je les ai tous lus, et ça m'a pris beaucoup de temps. De lire ces 60 cahiers, ça m'a bien demandé 6 ans. Et sous les mots, c'est une vraie tragédie. Il a assisté aux différents procès où l'on jugeait des homosexuels, et bien sûr, dans leur milieu, ils en ont parlé. C'est pour ça qu'on y trouve des allusions aux chacals qui se jettent sur la charogne. Il y a une chose paradoxale. C'est précisément à l'époque de Khrouchtchev, concert la vis, qu'on élabore des mécanismes de contrôle de la société. Par exemple, tous ces fichiers, ces dossiers sur les homosexuels ou les prostituées, ce groupe d'intervention opérationnelle, on l'a instauré à l'époque de Khrouchtchev. C'est bien décrit là-dedans. Le moment où tout le monde est arrêté, tous ceux qui s'étaient réunis là-bas, dans les toilettes publiques.
Ils sont tous embarqués, et après, on peut en faire ce qu'on veut. On peut les convaincre de devenir des balances, ou bien on leur pourrit la vie, leur carrière, ou on les jette en prison. Oh, c'est chouette! Bonne fête des femmes. Et là, un homme lui écrit « J'envoie une rose à ma petite Rose pour notre jour de fête ». Les homosexuels devaient vivre cachés et utiliser entre eux différents surnoms. Depuis 1934, l'homosexualité était passible de la peine de mort. On commence à entrevoir ce qui va se révéler après Khrouchtchev, c'est-à-dire sous Brejnev. À l'époque de Brejnev, on perçoit une grande fatigue chez les gens, un sentiment de désarroi. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de stagnation, stagnation de l'économie et de la vie sociale. Rien ne bouge. En vérité, personne ne croyait plus en rien. L'idéologie communiste et les idéaux de gauche étaient morts depuis longtemps. Mais on devait faire semblant d'avoir foi dans le communisme et se persuader que les gens y croyaient encore. On vivait dans ce mensonge qui avait totalement submergé nos vies. On continuait de nous répéter que nous vivions dans le plus heureux des pays au monde. Mais en réalité, les citoyens de base manquaient des denrées les plus élémentaires. Au même moment, la vie était bien douce au Kremlin. Ils construisaient le communisme. Ils construisaient le communisme. Il n'y avait plus de lait dans les magasins, tant pis. Nous construisions quand même le communisme. Pendant ce temps, alors qu'officiellement le sexe en URSS n'existait pas, dans la lointaine Sibérie, à Novokuznetsk, le photographe Nikolai Bakarev a documenté la vie intime des soviétiques telle qu'elle, sans phare. Il n'imaginait pas que 30 ans plus tard, son œuvre allait être exposée dans les plus prestigieuses galeries à travers le monde. Comme il le dit lui-même, la vérité la plus crue est toujours la meilleure. Encore une. Allez, on la double. On la double. Tout le monde était offusqué, ça ne se faisait pas. Les gens me trouvaient dégueulasse. Ils me disaient « Qu'est-ce que tu fais ? L'art doit refléter la beauté et l'harmonie, et toi tu nous montres le quotidien. À quoi bon ? On n'a pas besoin de toi pour voir ça. Révèle-nous plutôt la beauté intérieure des gens. Mais où est-ce qu'on la trouve, la beauté ? Pour moi, ce sont les gens dans leur quotidien qui sont beaux. On nous montre la Vénus de Milo ou l'Apollon du Belvédère. Et tout l'art antique, ou excusez-moi, tout est dévoilé. Mais ça, c'est de l'art, de la culture. Tandis que Bakarev, lui, c'est quoi ? Ni de la culture, ni de l'art. Alors c'est quoi si c'est pas de l'art ? J'ai été inquiété par la milice, par le KGB, mais c'était normal. Je comprenais bien qu'ils ne faisaient rien d'autre qu'appliquer les lois en vigueur. Pendant 20 ans, j'ai pris des photos que personne n'a vues. Tous pensaient qu'en Union soviétique, les gens devaient vivre comme ça, sans sexe, sans photos érotiques. Mais les gens étaient fatigués de ces mensonges. Ils rentraient chez eux le soir et n'avaient rien à bouffer. Et si les femmes n'ont pas de belle lingerie, autant qu'elles se mettent à poil. La natalité était plus élevée que maintenant. Il y avait beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y avait pratiquement aucun moyen de contraception. Il y avait... Mon Dieu, comment est-ce que ça s'appelait déjà ? Des capotes en caoutchouc, c'est ça ?
Disons les articles numéro 2. C'est sûr qu'on en trouvait, mais les gens avaient honte de les demander dans les pharmacies. Voilà. Il faut dire qu'ils se déchiraient toujours au mauvais moment. Et moi, je me retrouvais encore à l'hôpital. C'était comme ça. Durant toutes ces années, le seul moyen de contraception, si on peut dire, c'était l'avortement. Ça se faisait sans anesthésie. Sans aucune anesthésie. Il y avait des femmes qui avortaient tous les 6 mois. C'était normal et ça ne choquait personne. Tout le monde le faisait. En tant que praticien, j'ai rencontré une femme qui avait avorté 31 fois avant d'accoucher. Elle avait avorté toute sa vie et puis elle a décidé d'avoir un enfant. La propagande officielle cultive l'image de la femme soviétique pleine de force. La femme soviétique devait être capable de faire la même chose qu'un homme, conduire un tracteur, travailler la terre, goudronner les rues. L'idée était, moi en tant que femme, je peux tout faire. Et peu à peu, les hommes ont perdu l'envie de montrer que c'était eux qui détenaient la force et la puissance. L'image de la femme forte et toute puissante a naturellement été relayée par l'art officiel. La femme pouvait être représentée toute nue ou même être érotisée, seulement à condition qu'elle ait entre les mains une pelle, un marteau-piqueur ou un javelot. Elle devait obligatoirement avoir tous les attributs de la sportive ou de l'ouvrière. Les femmes sont loyales. Elles n'ont qu'un mari, une seule patrie, une seule idéologie, un seul parti, un seul corps. Dans le système soviétique, une famille malheureuse, ça n'existait pas. Une telle chose était impensable. Tout le monde devait nécessairement être heureux. Tous les gens étaient vraiment heureux. Pour régler les problèmes domestiques, les femmes se rendaient au comité local du parti. Elles pouvaient s'y plaindre d'un mari ivrogne ou infidèle. Les comités locaux du parti étaient très souvent sollicités par les citoyens. Parfois, les femmes exposaient leur mari à de très gros problèmes. Il y a eu une audience du tribunal concernant un mari à qui on reprochait d'avoir demandé une fellation à sa femme. Elle a porté plainte contre lui à la police. Parce qu'elle pensait sincèrement qu'il était soit devenu fou, soit il voulait l'humilier d'une manière particulièrement perverse. Aussi bien le parti que les syndicats et les comités d'entreprise contrôlaient la conduite morale des citoyens. Tout d'abord, la personne concernée était convoquée par le comité local du parti pour un entretien. On l'intimidait, on menaçait de briser sa carrière. Jurgis Liepnieks a décidé d'aller voir les archives du comité du parti dans l'espoir de faire la lumière sur le sort de son père, membre du parti et responsable d'une importante maison d'édition de livres de jeunesse. Cet homme a voulu divorcer parce qu'il aimait une autre femme, celle qui est devenue plus tard la mère de Jurgis. Un divorce qui a eu quelques effets sur sa carrière d'éditeur. Voilà mon passeport et l'acte de mariage de mes parents.
Les faits sont les suivants. La femme de Liepnieks a porté plainte pour inconduite contre son mari. Après vérification, il est avéré que Liepnieks, membre du Parti communiste, et Madame Vagulea Osma, secrétaire de la rédaction du journal Liesma, vivent ensemble. Depuis le 20 mai 1970, Liepnieks et Vagule cohabitent et estiment que leur cohabitation n'est pas amorale. Ils tentent de se justifier en affirmant qu'ils sont amoureux. Certains membres du comité local du parti sont aussi de cet avis. De nos jours, on aurait du mal à concevoir une chose pareille. Imaginez, voilà qu'on convoque une assemblée générale des différents dirigeants. Il y a là les responsables de l'État, le bureau du comité central du parti, rien que des gens très sérieux. Et de quoi se mettent-ils à débattre? Alors comme ça, vous vivez ensemble depuis le 20 mai? Comme nous pouvons le voir dans le cas de mes parents, si c'était nécessaire et si les chefs du parti en décidaient ainsi, le fait de vouloir divorcer pouvait être une raison suffisante pour détruire complètement votre carrière professionnelle. Après ça, mon père est quand même resté communiste. Je n'ai aucun doute là-dessus. En voyant ces étagères remplies d'archives, je me suis demandé combien de témoignages de destins brisés, de carrières détruites et de gens humiliés sont-ils conservés ici. La propagande, elle marchait à fond. Et en plus, on gobait tout, au point qu'on vous disait qu'une femme honnête ne devait pas éprouver de plaisir, tout simplement. Il n'y avait que les mauvaises, les débauchées qui éprouvaient du plaisir. Mais les hommes, en revanche, avaient droit au plaisir. Il est clair que cette double vie influençait très fortement la psychologie des gens. La plupart se doutaient bien que s'il y avait des enfants qui naissaient, ce n'était pas par insémination. Donc le sexe existait, mais sous quelle forme? Les gens étaient constamment dans cet état de dédoublement. Comment se comporter avec le sexe? Il existe, mais en même temps... Le sexe en URSS a toujours existé. Toujours. Le sexe se pratiquait dans les cages d'escalier, les ascenseurs, les toilettes des appartements communautaires, sans parler des foyers d'étudiants, bien sûr. Pendant un moment, j'ai eu deux copines. L'une était étudiante et l'autre travaillait, moi aussi. Et pendant un an, nous avons vécu à trois. C'était vraiment génial. L'une préparait le dîner, pendant que l'autre faisait le lit. C'était formidable. Je voulais même partir à l'étranger pour profiter ouvertement de ce mode de vie. Pour moi, c'était le pied. Le seul espace où nous sommes vraiment nous-mêmes, c'est le sexe. Même si ce n'est que pour 5 minutes, nous sommes sincères. C'est dans cet espace qu'on peut se révéler. Je simplifie beaucoup, mais c'est l'essence même de la révolution sexuelle. C'est pour cela que toutes ces orgies, cette débauche complètement débridée, principalement chez les étudiants et les jeunes, étaient motivées inconsciemment par un sentiment de rébellion. C'était une façon de protester. Mais il y avait un problème de taille. Où cette protestation pouvait-elle bien s'exprimer? Il était impossible de prendre une chambre pour deux dans un hôtel. Il fallait être marié ou bien prendre deux chambres distinctes. Ça n'avait aucun sens. On ne pouvait aller nulle part.
Mon Dieu, combien de fois j'ai été le témoin bien involontaire de ces rapports sexuels. Dans les bois, dans les parcs, dans les cages d'escalier, dans les entrées d'immeubles. Je me rappelle, un soir où je rentrais tard, dans ma cage d'escalier, j'ai vu un couple allongé. Ils pensaient que personne ne rentrerait à cette heure-là, les pauvres. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Vous trouvez que c'est une vie, ça? Ce qui était caractéristique de l'Union soviétique, c'est que la plupart des couples se mariaient très vite après la première rencontre. On se mariait tout simplement parce qu'on n'avait pas d'endroit où vivre. C'est véridique. Mon histoire personnelle est tout à fait typique. Ma mère m'a dit, ton petit copain ne pourra pas dormir dans ta chambre tant que vous ne serez pas mariés. Alors, comme le garçon a promis de m'épouser, il a pu rester et passer la nuit dans ma chambre. Nous avions déjà un garçon. Et c'est à cause de ma mère que nous nous sommes séparés. Car après ses études, il a dû partir travailler en Sibérie, à Barnaoul. Et là, on lui avait attribué une chambre dans une résidence ouvrière. Une chambre à partager avec 3 autres gars, où je pouvais me mettre avec mon bébé. À l'époque, il avait 1 an et demi. Ça a été vraiment dur. Tout ça parce que ma mère a refusé de l'inscrire à notre adresse. Sans permis de résidence à l'adresse de sa femme, un mari ne pouvait pas habiter avec elle. C'était juridiquement impossible à l'époque. Or, les règles d'enregistrement pour habiter dans un lieu étaient très sévères. Il fallait se débrouiller, trouver toutes sortes de subterfuges compliqués, de ruses pour contourner la loi, pour contourner les règles et tâcher d'éviter de se retrouver coincé dans l'étau de ce système. J'étais responsable du club touristique de la ville, parce que j'avais fait des études dans le tourisme. Le tourisme était l'une des rares opportunités, plus ou moins légales, pour avoir des rapports sexuels. Parce qu'au moins, on avait des tentes. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais dans une tente, à l'écart, c'était devenu, comment dire, c'était pratiquement devenu la norme. Le sexe a toujours existé. Tout le monde le faisait avec tout le monde. Pendant les vacances d'été, il y avait la plage, et derrière la plage, il y avait un sous-bois. On prenait une couverture et on s'éloignait. Aucun problème d'orgasme. Tout le monde en profitait. Et tout le monde était content. Ensuite, on revenait sur la plage, on souriait. C'était chouette. Et tous les amis et les copains étaient complices. Ils vous regardaient. Alors, c'était comment? C'était super. Voilà, c'est tout. C'est sous Brejnev, à mon avis, qu'on voit se développer un phénomène étrange de protestation par le sexe. Quand le sexe devient une raison de vivre. En règle générale, je couchais 2 ou 3 fois par jour avec des filles différentes, tous les jours. Je pouvais même passer la nuit avec une 4e. Quand on a 2 ou 3 nanas, on fait la différence. Mais quand on couche avec tout le monde, ça devient uniforme. Et on ne perçoit plus aucune différence. À cette époque, on voit apparaître ce que les spécialistes appellent aujourd'hui des accro-sexes, des sexaholiques, par analogie avec les alcooliques, les toxicomanes ou les accros au jeu. Comment expliquer cela? La situation politique est désespérée. Le vieillard au pouvoir sera suivi par d'autres vieillards, la gérontocratie est là pour toujours, et il n'y aura jamais aucun changement.
Mais il faut quand même trouver un sens à sa vie quand on est jeune et plein d'énergie. Donc le sexe devient une obsession sans fin. Les garçons collectionnent les filles et inversement. Tout l'intérêt de l'existence s'organise autour du sexe. Brejnev a quand même fini par mourir. Dans les années 80, le tabou du sexe commence à vaciller. Les changements sont partout. Et voilà qu'on autorise officiellement l'édition d'un ouvrage consacré à la sexualité. Il s'agit d'un livre destiné aux jeunes mariés. Quand on venait pour confirmer la procédure de mariage, on avait droit à ce livre. On pouvait le feuilleter, voir les positions, voir ce qui nous plaisait et ce qui ne nous plaisait pas. Le deuxième secrétaire du comité central, quand il a vu ces images, a dit « C'est quoi cette pornographie ? Mettez-moi tout ça au pilon. » Il a aussitôt donné l'ordre de détruire tous les livres. Immédiatement. On emportait tous les livres et on les a jetés dans le four d'une usine de carton. Mais à un moment donné, je me suis dit, mince, ça alors, mais ce livre, moi, je ne l'ai pas. Et j'en ai volé 2 exemplaires en douce qui ont échappé aux flammes. Le reste, bien sûr, a été brûlé. Et c'est comme ça que ce livre a été détruit et qualifié de pornographique. Moi, par exemple, il faut vraiment que j'avoue que pour ma part, et je peux le dire maintenant, je parlais très peu de ce sujet avec ma fille. C'est vrai, je le reconnais sincèrement. Et c'est peut-être tant mieux qu'il y ait eu ce livre et qu'elle ait pu le regarder. C'est un reproche que je me fais de ne pas lui en avoir parlé. Une fois par semaine, nous avions une formation militaire. Je savais démonter un fusil automatique, une Kalachnikov si je me souviens bien. Mais l'éducation sexuelle, il n'y en avait pas du tout. Les temps ont changé. Et voilà qu'apparut le premier magazine d'éducation sexuelle destiné aux enfants. À l'époque, je travaillais dans un centre de santé. Mon travail, c'était de m'occuper de santé publique et d'éducation. J'avais fait cette revue, pas tellement avec l'idée de tout expliquer dans le moindre détail, mais juste pour lever un tabou. J'ai vu comment les enfants regardaient ce petit livret, pas du tout de la même manière que les adultes, tout à fait autrement. Ils lui ont confisqué la revue. À mon fils. Je me souviens, j'ai été convoquée à l'école. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous autoriser votre fils à regarder des choses pareilles? Alors j'ai dit, vos réclamations, adressez-les à la rédaction. Après tout, c'est une revue pour enfants. Nous n'avions vraiment pas imaginé que les adultes pourraient réagir d'une manière tellement incompréhensible. Certains parents ont caché ce magazine à leurs enfants. Ils ont même écrit à la rédaction toutes sortes de lettres. Il y a une mère qui m'avait écrit une lettre. Elle venait de perdre sa fille de 11 ans. La fillette avait eu ses règles et choquée, elle avait pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal, que c'était de sa faute. Et la pauvre enfant, pour essayer d'arrêter le saignement, avait plongé dans l'eau froide, dans la mer. Sa maman a juste raconté l'histoire et à la fin, elle a ajouté « Ce numéro de votre revue, vous l'avez publié trop tard. »
Le sexe commence à faire vraiment son entrée dans l'espace public. On voit apparaître un nouveau loisir plus ou moins clandestin. On faisait des sandwichs et du café. Et à 8 heures du soir, les amis arrivaient. Toute la famille était là, avec la grand-mère au premier rang. Et comme ça, jusqu'à 4 heures du matin. Tout le monde était fasciné. Quand j'ai vu un film érotique pour la première fois, je ne pouvais pas imaginer que c'était possible. Les actrices qui y jouaient, c'étaient sans doute des actrices porno. En tout cas, je ne me souviens pas de noms célèbres. Mais les corps féminins étaient très beaux à voir. Elles étaient très joliment habillées. Les hommes étaient beaux, musclés, minces. Ils étaient très soignés. La grand-mère, je ne vous le cache pas, elle est partie. Elle n'a pas pu regarder jusqu'au bout. Elle trouvait ça complètement fou. On payait 300 roubles pour que les gars nous rapportent les premiers films de karaté et des vrais films porno. Beaucoup d'hommes étaient pudiques, surtout les Kazakhs. Ils se cachaient les yeux. Mais au final, tout le monde regardait. Pour le monde entier, Gorbatchev est le père de la perestroïka. Il sera aussi celui de la révolution sexuelle en URSS. En 1988, les spectateurs ont enfin découvert le premier rapport sexuel du cinéma soviétique, dans le film La Petite Vera. Ça a fait sensation. Ну а цель у тебя в жизни есть? Цель, Сережа, у нас одна. Коммунизм. Et quand, à la suite de ce film, l'actrice soviétique Natalia Negoda est apparue sur la couverture de Playboy, il est devenu clair pour la planète entière que derrière le rideau de fer, le sexe existe bien. Les idoles d'antan ont été englouties comme dans une Atlantide post-soviétique. Pendant 70 ans, le pouvoir a soufflé le chaud et le froid sur les individus et leur intimité, sans jamais réussir à canaliser leur sexualité, comme si elle était le dernier espace où chacun pouvait tenter de rester soi-même. Espérons simplement que l'Atlantide ne refasse jamais surface, sous quelque forme que ce soit.